Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir pour notre 5e rendez-vous du climat d'Antea. On se trouve ce soir à Bordeaux. On a commencé il y a quelques mois maintenant, on a commencé aussi à circuler à travers la France, à donner ces points de rendez-vous à différents endroits. On a eu l'occasion de se retrouver à Lyon, de se retrouver à Orléans, et on est ravis ce soir de se retrouver ici à Bordeaux. Comme d'habitude, on a un auditoire assez large en présentiel, mais on a aussi beaucoup de monde qui nous regarde à distance, qui est connecté. Et on aura l'occasion tout à l'heure d'échanger avec les personnes qui nous regardent de loin. En tout, on doit être aux environs de 500 ce soir à assister à cette conférence. Sur nos 4 premières conférences, on a eu l'occasion d'accueillir Jean Jouzel, Laurent Bopp, Florence Abetz et puis Gonéry Le Cosané, qui, tous les 4, nous ont présenté les travaux réalisés au sein du GIEC avec ce diagnostic à l'échelle planétaire. Et puis, petit à petit, ils ont ramené ce diagnostic au niveau le plus fin et au niveau de l'Hexagone, de la France, pour ce qui nous intéresse. Ce soir, on va avoir une approche un petit peu différente, puisque si sur les 4 premières conférences, nous étions sur le diagnostic, eh bien ce soir, nos 2 intervenants vont nous apporter des éléments de solution. Donc on va rentrer sur des choses très concrètes, très appliquées finalement au territoire. Nous aurons le plaisir ce soir d'accueillir Alain Dupuis et Xavier Imbel, directeur technique eau. Alain Dupuis qui est professeur d'hydrogéologie et puis qui est le directeur de l'ENCEGID. L'ENCEGID avec lesquels on a un partenariat, et l'ENCEGID et INP qui nous font l'amitié ce soir de nous accueillir dans leurs locaux, et je voudrais tout particulièrement les remercier. Je vais très rapidement laisser la parole au directeur de l'INP qui va nous parler de l'école, et puis ensuite nos intervenants qui vont vous présenter leur sujet. Donc bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc Marc Phalippou, donc je suis le directeur de Bordeaux INP. Donc je suis très heureux d'accueillir Antea dans nos locaux. Voilà, alors c'est pas tout à fait les locaux de l'ENCEGID, mais c'est un amphithéâtre de Bordeaux INP dans lequel on est très heureux de vous accueillir. Donc Bordeaux INP, juste en 2 mots, donc c'est un établissement qui fait de l'enseignement supérieur et de la recherche. En matière d'enseignement, on a des écoles d'ingénieurs, donc on a 6 écoles sur des thématiques, des spécialités variées, dont l'ENCEGID. Et puis en matière de recherche, nos enseignants-chercheurs sont dans des laboratoires sur différentes thématiques scientifiques du site, dont le laboratoire EPOC, qui est le laboratoire où la quasi-totalité des enseignants de l'ENCEGID fait sa recherche. Donc l'ENCEGID, c'est l'école nationale supérieure en environnement, géoressources et ingénierie du développement durable. Donc c'est une école vraiment spécialisée dans ce genre de choses, avec des fortes compétences, en particulier sur la ressource en eau et l'adaptation au changement climatique lié au cycle de l'eau. C'est exactement ce dont on va parler ce soir. Bon, une école un peu pionnière en la matière, parce que même si elle forme des ingénieurs que depuis une dizaine d'années, elle est issue d'un master sur ces domaines-là qui a été créé il y a plus de 50 ans. Et à l'époque, c'était quand même très visionnaire et très pionnier d'être positionné sur ce genre de thématique qui aujourd'hui s'avère complètement d'actualité. Voilà. Et donc on est très heureux de vous accueillir, d'autant plus que ça se fait dans le cadre d'un partenariat entre l'école et Antea. Antea est un partenaire privilégié de l'école. C'est aussi, si j'ai bien compris, un des principaux employeurs des diplômés de cette école. Voilà. Et donc je vous souhaite une excellente conférence ce soir. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Monsieur Phalippou pour cet accueil. Merci Pascal pour l'introduction. Donc, effectivement, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de partager un peu de retour d'expérience sur des solutions qu'on va considérer comme concrètes aujourd'hui, les solutions d'aujourd'hui, puis aussi on va faire un peu de projection sur les solutions de demain en matière de réutilisation d'eau et de recherche de nappes. Alors avec Alain Dupuis, on a structuré notre présentation en 4 grandes parties. La première partie, en fait, c'est d'essayer de resituer un petit peu ce qu'est aujourd'hui le stress hydrique et comment il pourrait évoluer demain. Donc il y a des choses qui ont déjà été vues dans les précédentes conférences climat d'Antea Group, mais on va évidemment synthétiser au maximum.
Et puis, on fera un lien avec les enjeux qu'adresse aujourd'hui le plan eau du gouvernement, qui date donc de mars 2023. Ensuite, on fera donc une deuxième partie sur la réutilisation des eaux dites non conventionnelles. Donc, on définira ce que c'est qu'une eau non conventionnelle. Et puis, on verra le cadre technique, réglementaire, et quelques études de cas auxquelles on a été amené à contribuer dans ce domaine de la réutilisation des eaux non conventionnelles. Et puis ensuite, Alain prendra la suite pour vous parler d'un sujet qui est important, fondamental, qui est la recharge maîtrisée des aquifères. Donc Alain fera un petit point rapide sur la partie réglementaire et technique, et puis on verra un projet, les résultats, les livrables d'un projet de R&D appliqué particulièrement passionnant. Et puis enfin, on fera quelques conclusions et quelques perspectives. Alors, le grand public, le stress hydrique, en fait, il l'a un peu découvert en été 2022, quand dans les médias, on annonçait effectivement des restrictions d'eau, des communes qui n'étaient plus approvisionnées en eau. On a parlé de 90 départements qui étaient en restriction d'eau. Et nous, effectivement, les professionnels, on savait que le stress hydrique, il existait sur les bassins versants, et ça depuis de nombreuses années. Et cette carte, qui est reprise d'ailleurs dans le plan du gouvernement, montre depuis 10 ans le nombre de restrictions d'usage de niveau crise. De niveau crise, ça veut dire que le préfet a été amené à prioriser les usages en disant que ce sont les usages prioritaires de l'eau qui vont être adressés, donc l'eau potable et l'énergie. Et vous voyez que certains territoires, ils ont environ presque un événement de crise par an. Donc ça concerne notamment le sud-ouest et puis également la vallée de la Loire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que 2023 nous inquiète parce qu'effectivement, le gouvernement a annoncé que 110 bassins versants étaient en tension. Donc quand on dit en tension, ça veut dire qu'il y a un problème de recharge. Et puis, il y a eu un certain nombre d'arrêtés sécheresse. Il y a eu celui des Pyrénées-Orientales qui a beaucoup fait parler. Et puis, le dernier bilan du BRGM montre que 68% des nappes sont encore dans un niveau bas, modérément bas à très bas. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut avoir conscience que le stress hydrique, il est évidemment pas nouveau parce que les besoins en eau et la disponibilité de la ressource sont répartis inégalement sur le territoire français, je parle du territoire métropolitain, dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace parce qu'on sait qu'il y a une diversité d'hydrosystèmes, une diversité de besoins. Et puis dans le temps, il y a 2 chiffres qu'il faut retenir qui sont vraiment fondamentaux. C'est que 60% du volume annuel qui est consommé pendant la période d'été. Et en regard de ça, seulement 15% du volume d'eau douce est disponible au niveau de la ressource. Alors quand on fait un focus sur des chiffres qui ont été annoncés par le gouvernement, c'est intéressant de regarder, mais on va le faire très rapidement, quels sont les volumes aujourd'hui prélevés dans la ressource. Le gouvernement dit qu'il y a environ 33 milliards d'eau douce qui sont prélevés annuellement. La principale activité qui prélève de l'eau dans les milieux, c'est l'activité de refroidissement des centrales, qui représente plus de la moitié en fait de cette activité, de ce prélèvement. Ensuite vient l'alimentation des canaux et la production d'eau potable, la partie agricole et puis bien sûr les industriels. Seulement 4 milliards d'eau douce sont consommés, donc sont consommés pour l'alimentation en eau potable, pour des usages industriels, etc. Le reste est rejeté au milieu, et notamment, alors on peut s'interroger pourquoi un tel volume d'eau rejeté au milieu. En fait, ça s'explique en partie parce que les centrales nucléaires fonctionnent pour la plupart en circuit ouvert, et donc l'eau est restituée, une bonne partie de l'eau qui est prélevée est restituée. Mais elle est restituée, bien sûr, avec une température plus élevée. On verra un peu ce sujet après. Je voulais juste que vous reteniez encore un chiffre, c'est 1 milliard d'eau de fuite des réseaux d'eau potable. Donc on dit qu'il y a une fuite sur 5 quand on la ramène évidemment au volume d'eau douce prélevée. Alors on dresse un tableau un peu noir. On va regarder un petit peu ce qu'on dit maintenant sur le stress hydrique demain.
Alors, il y a, vous savez, les travaux du GIEC sont en cours de réactualisation. Il y a un programme qui est intéressant, c'est le projet Explore 2070, qui s'est achevé maintenant il y a près de 10 ans, je crois, donc il est un peu ancien quand même. Et ils sont en train de le refaire, oui, tout à fait. Je crois que ça s'appelle Explore 2, il me semble, c'est ça, ouais. Et donc, pour l'instant, le gouvernement utilise ces prévisions-là, on verra comment elles sont réactualisées. Mais ce qu'elles montrent, donc vous avez les écarts de recharge sur ces deux cartes, les écarts de recharge entre la situation temps présent, c'est-à-dire entre aujourd'hui, c'est plutôt les années 90, et les années 2070. Et on voit, pour faire très simplement, que la recharge de nappe va diminuer de l'ordre de 10 à 20%, 10 à 25% en moyenne, et on pourra avoir localement des bassins versants sur lesquels cette recharge va être réduite jusqu'à 50%. Donc ça veut dire que si ces projections, bien sûr, se confirment, en 2070, on n'y est pas encore tout de suite, mais pour autant, ça montre effectivement ce problème de recharge de nappe qui s'ancre dans nos bassins versants. La conséquence, c'est aussi la diminution des débits d'étiage des cours d'eau. La remontée du biseau salé, c'était un des résultats d'Explore 2070 aussi, qui montrait que sur le pourtour méditerranéen, un certain nombre d'aquifères côtiers pouvaient subir des intrusions salines, donc des dégradations de qualité. Et puis c'est aussi bien sûr, là on va parler avec Alain essentiellement de quantité d'eau, mais bien sûr il y a des sujets de dégradation de la qualité d'eau. Donc tout ça, en conclusion, c'est une nécessité absolue de réduire nos prélèvements dans la ressource pour se préparer à demain. C'est aller vers une gestion intégrée, résiliente, concertée de la ressource. On n'a, je crois, jamais eu autant, quand on regarde les médias aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de conflits d'usage médiatisés. Et puis, il faut aller aussi vers... alors, on va y aller de manière, douce, mais il va falloir aller vers une transition vers des activités plus sobres en eau, et je rajoute évidemment en énergie, puisque les deux sont très liés. Alors, rapidement, les objectifs du plan eau, il y a deux grands axes. Il y a un axe sobriété, c'est économie d'eau. Et puis, il y a un deuxième axe qui va nous intéresser plus aujourd'hui, qui concerne l'optimisation de la disponibilité des ressources, avec un volet qui est réduire les fuites sur les eaux d'eau potable, ce n'est pas notre sujet du jour. Les deux sujets, c'est massifier la valorisation des eaux non conventionnelles, et le gouvernement annonce 1000 projets, on verra combien il y a de projets aujourd'hui, vous allez voir le gap, et puis améliorer le stockage dans les sols, les nappes, les ouvrages. Donc ça, c'est toute la partie système de recharge maîtrisé des aquifères que va nous développer Alain. Et moi, je vais vous développer plutôt la partie réutilisation des eaux non conventionnelles. Alors maintenant, je vous ai beaucoup parlé d'eau non conventionnelle, je ne vous ai jamais dit ce que c'était, donc on va définir ce que c'est qu'une eau non conventionnelle. Donc c'est une définition qui a été définie aujourd'hui par l'ASTE, l'Association scientifique de l'eau et de l'environnement. Donc une eau non conventionnelle, ENC, c'est une eau qui ne provient pas des ressources, donc qui ne vient pas des eaux souterraines ou des cours d'eau. La valorisation de ces eaux par réutilisation dans les activités humaines, les différentes activités qu'on a vues tout à l'heure, ça va s'appeler, en tout cas on l'appelle comme ça, c'est la reuse, la réutilisation des eaux. Il y a beaucoup de sources qui sont en fait disponibles. Alors souvent, on fait le focus sur les eaux usées, traitées, urbaines ou industrielles, on appelle ça la reuse. Mais en fait, il y a toute une série d'autres sources d'eau qui peuvent être utilisées, qui peuvent être employées, et que parfois on a un peu tendance, non pas à oublier, mais en tout cas qu'on pourrait sans doute mieux valoriser. Donc c'est les eaux industrielles non traitées, les eaux de procédés, de refroidissement ou de chauffage, les eaux de pluie issues des toitures, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, les eaux de pluie ruisselées sur les surfaces, les eaux grises, eaux ménagères, et puis les eaux des piscines aussi, et puis les eaux d'exor qui peuvent être parfois, dans certains projets, être réutilisées. La liste n'est sans doute pas exhaustive, mais ça permet de montrer qu'il y a un panel de sources d'eau qu'on peut utiliser. Il a été identifié 45 usages différents qui ont été répartis en 5 grands domaines. Donc le domaine domestique et tertiaire, le domaine des industriels, le domaine urbain, le domaine zone rurale et puis l'environnement. Donc dans la partie urbain, vous allez avoir l'arrosage des espaces verts, le lavage des rues, le curage des réseaux par exemple. Et puis dans l'environnement, on va retrouver tout ce
qu'on considère comme fondamentaux pour assurer notamment la vie aquatique, c'est le soutien d'étiage et la recharge de nappes dont on va parler. Alors en fait, la reuse aujourd'hui, elle est peu développée en France par rapport aux autres pays. Alors d'abord parce qu'on regarde le panorama de la réutilisation des eaux usées traitées, on ne regarde pas forcément toutes les autres sources. Le CEREMA avait fait une étude en 2017 qui montrait qu'il n'y avait que 58 projets. Donc je vous rappelle les 1000 projets voulus par le gouvernement, aujourd'hui on en est à 58. 60% allaient vers de l'irrigation agricole, 26% sur des golfs. Au dernier séminaire sur les zones non conventionnelles, ils ont annoncé un nombre un peu plus élevé de projets, on serait autour de 80, mais on voit que de toute façon le gap est toujours là. Il ne faut pas oublier quand même la réutilisation des eaux en milieu industriel, parce que là, les industriels, ils n'ont pas attendu les arrêtés sécheresse, ils ont été confrontés aux arrêtés sécheresse bien avant tout un tas d'activités, et donc eux, ils ont déjà développé aussi des projets de reuse, on en évoquera un tout à l'heure. On ne parle pas là-dedans de tous les autres projets qui sont passés sous les radars, c'est-à-dire des projets sur lesquels les porteurs de projets n'ont pas voulu communiquer, notamment pour ne pas être trop dans le viseur des autorités sanitaires ou environnementales. Mais il y a aussi tout un tas de projets qui existent. Voilà. Les principaux freins pour ces projets de reuse, c'est d'abord la complexité. Un projet de reuse, ça reste forcément un projet complexe, d'un point de vue technique, on verra tout à l'heure un petit peu, d'un point de vue économique, parce que ça peut coûter assez cher, vous verrez aussi quelques éléments de coût. C'est un projet qui nécessite de revoir un peu la gouvernance. Et puis, il y a un vrai sujet, c'est l'acceptabilité des différentes parties prenantes. Il y a un sujet aussi de gestion des risques sanitaires, les micropolluants, les virus, les bactéries. Et puis, voilà, les coûts d'investissement. Et le fait qu'aujourd'hui, finalement, on n'a pas beaucoup de retours d'expérience documentés sur ces différents projets. Un des freins majeurs reste quand même la réglementation, qui est aujourd'hui vraiment partielle, qui est très compliquée à comprendre et qui est surtout peu incitative. Et c'est ça que je vais vous montrer sur la prochaine diapositive. Alors, on a donné quelques cas pour vous montrer ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut faire assez facilement, c'est avec des eaux usées, des eaux résiduaires urbaines et industrielles traitées, on peut faire de l'arrosage de culture ou d'espaces verts ouverts au public. C'est les golfs, voilà, ça on sait faire, c'est autorisé, c'est réglementé. Si vous voulez utiliser cette eau usée urbaine traitée, vous en disposez, et vous voulez faire du lavage de sol, du lavage de voirie, curer des réseaux, ou faire de la défense incendie, pourtant vous avez un volume pour faire ça, et bien là, il faut que vous demandiez une autorisation, que vous fassiez une étude de risque et que par ailleurs vous rentriez dans un processus d'expérimentation. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on va vous demander de réévaluer le projet. Je vous laisse imaginer, beaucoup de porteurs de projets se sont découragés en disant « mais vous vous rendez compte, qu'est-ce qui va se passer? J'investis et dans 5 ans, peut-être que mon projet va s'arrêter. » Donc ça ne donne pas de visibilité aux porteurs de projets. La recharge de nappe, Alain va l'évoquer, donc je n'en parle pas plus. Et puis sur les eaux de pluie des toitures inaccessibles, ben là, la réglementation autorise les usages extérieurs aux bâtiments, comme les chasses d'eau, les lavages de sol. Le lavage de linge, il est autorisé, mais à titre expérimental. Et puis alors, les autres usages dans l'habitation, ils sont formellement interdits pour des problèmes notamment d'interconnexion de réseau, et puis on considère que ce n'est pas de l'eau potable. Il y a une petite exception, mais je la garde pour moi. C'est pour que si jamais il y a des questions. Les eaux industrielles, maintenant, des industries agroalimentaires, et c'est là qu'il y a un gros gisement, il y a un très très gros gisement. Aujourd'hui, les dispositions spécifiques font qu'on ne peut pas faire de reuse dans l'industrie agroalimentaire. Et pourtant, elles poussent pour se lancer dans ce type de projet. Alors, je vous brosse un tableau un peu noir, enfin même assez noir. Heureusement, il y a quand même on voit qu'il y a une évolution qui est en cours. Il y a une bonne dynamique aujourd'hui, on la sent. Alors quelque part, merci le stress hydrique de 2022, et puis celui de 2023 qui arrive, parce que ça pousse aussi le gouvernement à avancer.
Et aujourd'hui, donc, cette évolution, elle est portée notamment par un groupe de travail qui a été mandaté par le ministère de la Santé et de l'Environnement. C'est la première fois que ces deux ministères acceptaient enfin de porter un groupe de travail en leur demandant de dresser un état de la reuse en France et de proposer des solutions pour la développer. Donc c'est ce qu'ils ont fait en proposant d'étendre le multisource, multi-usage, de partager des règles, de simplifier la réglementation. Et puis il y a un certain nombre de premières expérimentations qui ont été faites et qui montrent que notamment en nettoyage urbain, on pourrait peut-être ne pas utiliser de l'eau potable comme on fait bien souvent. On pourrait utiliser des eaux usées traitées parce que finalement les risques sanitaires ne sont pas nécessairement plus importants qu'avec de l'eau potable. Et puis derrière, il y a aussi un autre élément qui, à mon avis, est très positif, c'est qu'on voit de plus en plus des études scientifiques qui, avec des projets de R&D appliqués, on en verra un tout à l'heure, qui montrent que tout ça pousse pour qu'on aille vers une meilleure gestion des risques liés à la reuse. Et je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Et là, vous avez le petit schéma qui montre, de l'ASTE qui montre la façon dont on pourrait mieux valoriser les sources et les usages. Rapidement, quelques clés de développement issues des REX, notamment partagées par l'ASTE, pour le développement des projets de reuse. Premier élément, c'est que l'idée, c'est pas faire, quand le gouvernement dit « je vais massifier le nombre de projets de reuse », oui, pourquoi pas, mais on ne fait pas de la reuse pour faire de la reuse. On fait de la reuse si effectivement il y a un intérêt environnemental et également un intérêt économique. Il y a quelque chose qui doit être conjugué. Et aujourd'hui, donc, ce qui est vraiment important, c'est d'intégrer le projet de reuse dans le bassin versant pour éviter, par exemple, de réutiliser une eau usée traitée de station d'épuration qui participe utilement au soutien d'étiage, parce qu'elle est d'une qualité suffisante. Et plutôt que l'utiliser sur un golfe, on peut se demander si elle ne sera pas mieux utilisée ailleurs. Ça, c'est une première clé de développement. Deuxième clé, on l'a dit, c'est les solutions multisources, multi-usages. Si on veut que la reuse se développe, il ne faut pas qu'on aille juste faire de l'irrigation de golfe. Il faut qu'on puisse utiliser cette eau le plus largement possible, notamment en milieu urbain. Et ça, c'est vrai, mais ça veut dire aussi que, et c'est un mot clé de mon point de vue, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on le verra, un projet de reuse, c'est quand même quelque chose qui coûte en infrastructure. Plus on arrive à gérer les sujets à proximité, plus ça sera évidemment intéressant. Déployer des traitements modulaires en fonction de la juste qualité. Ça, c'est aussi un point fondamental parce que parfois, on voit des projets où on essaye de mettre en place des traitements pour se garantir de tout problème de risque. Et finalement, on ne peut pas réaliser, notamment par exemple en industrie, on pourrait utiliser l'eau même si elle est d'une qualité un peu inférieure, tant qu'elle a la qualité attendue finalement. Et puis, utilisons des procédés aussi à plus faible empreinte environnementale, on verra ça un peu tout à l'heure aussi, notamment à travers les solutions fondées sur la nature. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt sur des solutions un peu dures. Analyse des risques sanitaires et environnementaux, ça c'est fondamental aussi, évidemment. On est sur de la reuse, c'est des eaux usées, notamment si c'est des eaux usées traitées. Donc il y a vraiment ce sujet-là. Et puis enfin, et c'est souvent le nerf de la guerre, souvent les projets de reuse, ils s'arrêtent là, parce que quand on fait l'analyse coût-bénéfice, on regarde juste le coût de l'eau potable, et puis on regarde le coût de production de l'eau de reuse. Et on dit, ah ouais, j'abandonne le projet. Mais en fait, on oublie, c'est qu'on ne compare pas forcément la même chose. Quand on regarde le coût de l'eau potable, généralement, ce coût de l'eau potable, il est largement sous-évalué. Donc c'est un sujet sur lequel il y aura peut-être aussi des questions. Alors, on disait tout à l'heure que c'est important de situer le projet dans son bassin versant. C'est important aussi donc, de réaliser des bilans environnementaux complets. Alors on peut utiliser notamment la méthode de l'ACV, analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie permet de regarder l'empreinte environnementale d'un projet depuis sa construction jusqu'à sa déconstruction. Aujourd'hui, les méthodes ACV commencent juste à se développer sur les sujets de reuse, mais elles font apparaître des choses intéressantes et qui sont surtout vraiment frappées au coin du bon sens.
Elles font apparaître notamment des contextes où la solution de reuse, le projet de reuse est généralement favorable. C'est quand on a une forte pression sur la ressource et qu'on est dans un territoire littoral avec des rejets en mer. Donc ça veut dire que c'est de l'eau douce perdue quelque part. Et puis on a des infrastructures assez limitées en termes de réseau. On n'a pas une trop grosse extension de réseau, des stockages limités. Et on a un traitement des eaux qui est réduit et qui est assez économe en réactifs et en énergie. A contrario, vous allez avoir un contexte défavorable, vous le comprenez, si effectivement il y a une faible pression sur la ressource, on est plutôt en milieu continental, et puis on a un linéaire d'infrastructures, le système est très complexe, et puis il faut mettre beaucoup de traitements, et ça coûte cher en réactifs et en énergie. Je vais maintenant vous partager quelques études de cas sur lesquelles on a été amené, notre ingénierie a été amenée à contribuer. Premier exemple, c'est la réutilisation d'eau chez un industriel, un papetier. Donc lui, aujourd'hui, il prélève son eau dans une rivière. Ça représente à peu près 1300 mètres cubes jour. Et sa crainte, en fait, il est sur un petit cours d'eau. Et sa crainte, c'est qu'à terme, il y ait effectivement des arrêtés de limitation des prélèvements d'eau. Et donc, son ambition aujourd'hui, c'est de réutiliser ces eaux usées traitées qui sortent de sa station, c'est une station physico-chimique, dans tous les procédés de l'usine, y compris dans les utilités, les refroidissements, les chaudières et autres, et avec un objectif qui avait été clairement défini dans le projet, qui était d'obtenir une qualité d'eau proche de celle de la ressource en termes de conductivité, de qualité physico-chimique. Donc il avait une exigence assez forte, et il avait une problématique technique, c'est que le rejet de la station d'épuration contenait en fait, donc après être passé évidemment par tous les procédés de l'industriel, était constitué de colorants et d'azurants optiques. Les azurants optiques, c'est ce qui permet de rendre le linge plus blanc que blanc. Mais tout ça, c'est des composés minéraux et organiques qui sont difficiles à éliminer. Donc ce qui a été mis en place là, ce qui a été proposé à cet industriel, et pas encore mis en place, c'est la mise en place d'un traitement complet, plutôt de haut niveau, donc ultrafiltration, nanofiltration, osmose inverse sur une partie du débit. Le gros avantage pour lui, c'est le maintien de l'activité, parce qu'il sait que si jamais il ne peut plus prélever d'eau, son activité va s'arrêter. Il économise, en tout cas, on évite de prélever 1000 mètres cubes jour, c'est à peu près ce qui pourra être réutilisé, les 300 étant réutilisés. Par contre, c'est un coût d'investissement et un coût d'exploitation qui est évidemment très élevé pour lui. Plus que le coût d'investissement, c'est le coût d'exploitation qui est préoccupant pour cet industriel. Un autre exemple que certains connaissent, on a travaillé sur plusieurs projets de collectivités qui souhaitaient, derrière une station d'épuration, mettre en place une irrigation de leur golfe. Donc là, c'est le cas de la Grande Motte. Donc la ressource en eau, c'est le canal du Bas-Rhône-Languedoc, le canal BRL, dans lequel il est pompé aujourd'hui environ 300 000 mètres cubes pour irriguer le golfe. Donc l'ambition là, c'est de réutiliser les eaux usées pour arroser une partie du golfe. Là, on a de la chance, le golfe, il est à 2,5 km de la station d'épuration. Et son objectif, c'est d'obtenir une eau conforme à la réglementation pour l'arrosage des espaces verts et des loisirs. Là, c'est conforme, c'est réglementé, c'est calé au niveau réglementaire, il n'y a pas tellement de sujets. Il y a quand même des sujets techniques qu'on a été amenés à gérer. C'est d'abord un problème de salinité des eaux, parce qu'on pense toujours à la bactériologie, aux virus qui sont contenus dans les eaux usées, mais on oublie qu'il y a aussi des sels qui sont contenus dans ces eaux usées, et donc qui risquent de jaunir le gazon, mais aussi de dégrader les sols. Donc ça, c'était une des problématiques techniques. Il y avait des problématiques après vraiment d'ingénierie, de conception, de dimensionnement de réseaux, pour voir si on pouvait réutiliser les réseaux existants du Golfe. Donc ce qui a été fait là, c'est un traitement complémentaire de filtration avec un pompage, une désinfection et puis stockage. Et on a été amené à mélanger, à cause de la salinité, à proposer une clé de mélange entre ces eaux usées traitées et puis les eaux brutes du canal BRL.
Pour le client aujourd'hui qui met en place ce projet, ce qui l'intéresse, c'est évidemment l'économie circulaire, hein, parce qu'il permet de rentrer, il fait rentrer sa collectivité dans cette logique d'économie circulaire. Ça permet de réduire la pression sur le milieu sensible. Il y a un milieu sensible qui est l'étang de l'Or, donc on réduit la pression de 20 à 25%. Et puis ça lui génère aussi une économie d'achat d'eau brute de l'ordre de 30%. Le surcoût en termes de prix de l'eau est relativement limité dans ce cas-là. Et puis le coût d'investissement était de 3,4 millions d'euros avec 50% de subvention de l'agence de l'eau. Donc on voit aussi que ça amortit un petit peu la dépense, l'investissement initial. Et ça a été réalisé dans le cadre d'un appel à projet des agences de l'eau. Et on va voir de plus en plus arriver des appels à projet agences de l'eau sur ces sujets de reuse. Alors là, c'est un projet que quelqu'un dans la salle connaît plutôt bien. Donc là, vous avez vu, on vous a montré un peu des traitements durs, des traitements donc de la membrane là, chez notre industriel, de la désinfection, de l'UV, etc. On voit là, dans le cadre d'un projet de R&D, qui était un projet H2020 qui s'appelait Aquanes, dans lequel on a collaboré avec le BRGM, je crois. C'était donc là le sujet, c'est la ressource, c'est un aquifère côtier sur le site d'Agon-Coutainville. Et l'ambition là, c'était de préserver l'aquifère côtier et la qualité des eaux littorales. Ces eaux, c'est un secteur touristique avec des zones conchilicoles, donc il y a un vrai problème de qualité évidemment des rejets. Et l'objectif de ce projet, alors qu'un projet bien plus ambitieux que celui que je vous présente là, parce qu'il a été fait dans le monde entier, il y a eu des démonstrateurs dans le monde entier, mais ce démonstrateur est intéressant parce qu'on a regardé si on pouvait combiner des solutions fondées sur la nature, donc c'est le cas notamment de fils plantés de roseaux et de lits filtrants en fait, pour donc voir si on pouvait irriguer un golfe. Et puis on a regardé aussi, je crois, si on pouvait faire de la production indirecte d'eau potable. La problématique technique, c'est le suivi et la réduction des micropolluants émergents. C'était un des objets du projet, hein, c'était de regarder ce qu'allaient devenir ces micropolluants. Et puis le sujet de l'intrusion saline et la fiabilité. Alors, je vais avancer pour laisser la parole à Alain. Je voulais juste vous projeter un tout petit peu sur qu'est-ce que pourrait être la REUT demain. Très rapidement. Aujourd'hui, ça, c'est autorisé par la réglementation. Il faut une filière un peu modulaire, telle qu'on la présente là. Ça peut être différent de celle qui est là, mais c'est ça qui peut aujourd'hui être mis en place. On pourrait déjà aller beaucoup plus loin, si on a de l'eau disponible, c'est déjà d'aller assurer des usages urbains pour lesquels on sait aujourd'hui, alors il faut encore peut-être quelques expérimentations, mais en tout cas l'ARS a validé les premiers résultats qui ont été faits. Les risques ne sont pas plus élevés sur ces usages-là avec de l'eau usée traitée qu'avec de l'eau potable. Donc là, on pourrait très bien substituer l'eau potable dans ce cadre-là. On pourrait aller aussi vers du traitement spécifique chez des industriels qui sont situés à proximité. Et puis demain, on pourrait aussi aller plus loin, traiter les micropolluants. De toute façon, ça va être obligatoire pour un certain nombre de stations d'épuration demain, pour faire du soutien d'étiage, pour aller vers des zones humides, ou pourquoi pas faire de la recharge de nappes. Et j'en ai terminé, et je vais laisser la parole à Alain. J'espère que je n'ai pas trop pris de... Merci beaucoup Xavier. Après cet exposé exhaustif sur ce que l'on peut faire avec la réutilisation des eaux usées, traitées ou non. On va évoquer ensemble, chers collègues, un volet, la recharge artificielle de nappes. Cette fois-ci, ce n'est pas, on va dire, une application d'ingénierie, mais plutôt de la R&D que je vais vous présenter. Avant de parler du cas d'étude, ça va être par là, voilà. Le cadre réglementaire, il a été largement et de manière très exhaustive présenté par Xavier, sauf que pour faire de la recharge, depuis 2016, en France, on a une couche supplémentaire réglementaire qui est un rapport, un audit, un avis rendu par l'ANSES.
Ça, c'est la très très haute autorité sanitaire en France. Et elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on peut la déployer. Donc déjà, vous voyez, on a progressé parce que jusqu'à présent, c'était presque peu recommandable. Et puis ensuite, il y a quand même 3 règles qui sont très intéressantes, voire importantes. C'est qu'on ne doit pas dégrader la qualité du milieu récepteur. Tiens, ça me paraît logique, parce que tant qu'à faire, ce n'est pas que du volume que l'on veut, on veut aussi conserver la qualité. Donc très bien. Par contre, toutes les eaux souterraines rechargées doivent être compatibles avec leur utilisation actuelle, future, voire la production d'eau pour la consommation humaine. Alors là, ça complique un peu parce que la réglementation qui est à l'aval de ça, c'est-à-dire la production d'eau potable, est très très stricte en France. Et c'est un bien, puisqu'on en bénéficie tous. C'est vraiment très très régulé. Et puis ensuite, il y a la dernière règle qui est en fait la règle, on va dire, intangible. Celle-là, on n'y coupera pas, et c'est sur celle-là dont on s'appuie. Ben en fait, la qualité de l'eau de recharge doit être de meilleure qualité, ou au moins équivalente, autrement dit, de meilleure qualité que celle du milieu récepteur. Ça veut donc dire que pour l'instant en France, et vous avez compris que c'est des expérimentations, hein, on ne peut faire de la recharge que si la qualité de notre eau est supérieure que l'on veut utiliser au milieu récepteur. Et si notre milieu récepteur est un milieu de production d'eau potable, ça veut dire qu'on doit être encore mieux que ça. Ça vous donne à peu près l'échelle avec laquelle on doit travailler. Alors, la technologie de la recharge artificielle de nappe ou la recharge maîtrisée de nappe, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, hein. Cette image, elle a été publiée et republiée par l'AIH comme une des solutions possibles d'adaptation aux effets du changement climatique sur la disponibilité des ressources en eau. La première publication date de 2015. On voit quoi? On voit qu'on a de nombreux sites potentiels. Je vous laisse lire, c'est assez visible par rapport à ce qu'on peut faire, mais c'est souvent une interface entre ce qui se passe en surface et le système souterrain superficiel, nappe libre, mais également souterrain un peu plus profond, notamment des nappes captives. Ce que je voulais montrer avec cette illustration, c'est que c'est plutôt cette colonne-là de systèmes que l'on peut utiliser. Alors pourquoi je les ai listés ceux-là? Parce que ce sont des systèmes low cost, basse technologie, mais complètement efficaces. Et le projet que je vais vous présenter tout à l'heure, que l'on pilote avec des collègues qui sont dans la salle, en fait, c'est notre idée, c'est d'être le plus efficace avec le moins d'investissement possible. Ceci étant, on peut passer par des puits, des forages, des puisards, des noues, des fossés, des bassins, des gravières, des canaux, et j'en oublie certainement. Grosso modo, on va commencer à faire un inventaire des possibles, et puis ensuite on va s'appliquer à le mettre en œuvre. Ceci étant, lorsqu'on bascule par rapport à l'ANSES, ça c'est sorti du rapport de l'avis de 2016, voilà comment l'ANSES voit les chemins possibles, on va dire, que l'on fait subir à l'eau lorsqu'on veut faire de la recharge artificielle. Alors déjà, vous voyez, en eau pluviale, en fait, pour eux, non. On prend soit de l'eau de surface ou des eaux usées traitées. C'est tous les possibles, hein. Ensuite, on va faire une injection par infiltration, donc indirecte, en passant par la zone non saturée, ou de l'injection directe, autrement dit des puits sous pression. Et puis ensuite, on peut en faire de l'eau pour la consommation humaine, l'irrigation ou le reste. Et le reste, ça peut être l'environnement ou l'eau potable. Bon, ça c'est la vision très régalienne, on va dire, de l'ANSES. Nous, on a essayé d'imaginer quelque chose qui nous amènerait à penser qu'on pourrait faire ça. On va prendre de l'eau de surface, on va la faire infiltrer au moindre coût possible dans une zone non saturée au-dessus d'une nappe libre pour ensuite l'envoyer directement dans le milieu. Le projet dont je vous parle, il s'appelle RAMAGE. RAMAGE, ça veut dire recharge annuelle et maintien alluvial de la Garonne en étiage. Je vais vous expliquer après pourquoi ces questions nous ont été posées et pourquoi on a essayé de réfléchir à ce type de solution. Mais les objectifs, c'était très simple à la base. La Garonne a un cycle hydrologique, on va dire, classique, hein, il n'y a pas de surprise, c'est du fluvio-nival pour l'instant, avec ce qui est prévu, une période de basses eaux qui, malheureusement, a tendance à s'étirer dans le temps et à être de plus en plus critique en termes de débit. Pour vous donner le contexte, à l'horizon 2050-2070, les débits
totaux moyens annuels de la Garonne, ici, vont être divisés par 2. D'où la question de se dire, mais comment peut-on faire pour être le plus efficace et venir amener de l'eau en plus du soutien d'étiage, parce que le soutien d'étiage, il existe, hein. Le SMEAG, qui est notre partenaire, merci le SMEAG, c'est lui qui paye, c'est eux qui payent les mètres cubes supplémentaires que EDF relâche pour pouvoir maintenir des débits dans la Garonne. Voilà. Et eux, ils gèrent, le SMEAG, à la gestion, on va dire, du cours d'eau depuis l'amont, depuis sa source, jusqu'à la zone d'influence des marées. Vous voyez à peu près le système qu'il faut gérer. Bon, mais en fait, notre idée, c'était d'arriver à venir un peu plus d'eau ici, au bon moment, lorsque notre Garonne en a le plus besoin. Je vais vous montrer l'hydrologie après. Et puis, on s'est rendu compte ces dernières années qu'on avait un autre problème, c'est qu'avec l'élévation des températures climatiques, 2022 est un bon exemple, on avait des températures dans le cours d'eau qui dépassaient, mais officiellement non, mais enfin qui avoisinaient les 30 degrés. 30 degrés, c'est une barrière biotique, quasiment. Baisse de la concentration en oxygène dissous, et je vous passe tout le cortège qui va avec. Donc notre idée, si on arrive à faire fonctionner notre système par notre nappe ici, on enverrait potentiellement une eau de l'ordre de 14 degrés dans la Garonne. Sauf que ce n'est pas 3 mètres cubeurs qu'il faut envoyer. Il faut envoyer quelque chose d'assez conséquent. Alors qu'est-ce qu'on a imaginé? Alors, hop, pardon. Voilà. Ben, le principe de ramage, c'était bien sûr, je le redis, recharger la nappe pour soutenir l'étiage de la Garonne. Autrement dit, on fait le pari que la nappe alluviale de la Garonne a un mode de fonctionnement qui nous permet de collecter des volumes et de les faire transiter à la Garonne, jusqu'à la Garonne, mais les faire arriver au bon moment pour que ce soit le plus efficace. Ce n'est pas la peine d'envoyer de l'eau par le sous-sol si ça doit arriver en plein milieu d'une crue printanière ou autre. L'idée, c'est d'essayer d'être un peu plus opérationnel que ça. Ensuite, il nous fallait une ressource en eau. Alors, on a eu l'idée, et en fait, la Garonne bénéficie de 2 projets comme celui-ci. Un à l'amont et un à l'aval. Je vais vous parler du nôtre, c'est celui de l'aval, tant qu'à faire. On va prendre de l'eau dans le canal latéral à la Garonne. Pourquoi? Parce que ce canal latéral à la Garonne fonctionne bien entendu été comme hiver, sauf que VNF, en fait en hiver, cette eau-là, ces débits qui sont prélevés dans le canal, VNF ne sait pas quoi en faire réellement. Donc le fait gentiment transiter. Et nous on s'est dit, et tiens, et si on avait le droit d'en prendre un peu, enfin un peu quand même, pour pouvoir jouer avec la nappe. Alors on a eu l'autorisation, je vous montre ça parce que ça, quand on a discuté avec VNF, ça m'a surpris. C'est simplement quand VNF fait l'entretien du canal, et on peut le comprendre, il le vide. Il le vide tous les ans. Il le vide tous les ans en envoyant le plus rapidement possible l'eau du canal à la Garonne. En oubliant de se dire, et la nappe? Bon voilà, donc on va essayer de travailler ça, mais ça s'appelle du chômage. Moi aussi, quand j'ai découvert ça, j'ai été très très surpris. Ils m'ont dit, non, c'est normal, c'est réglementaire, c'est comme ça qu'on fait. Très bien. Mais on va peut-être trouver un autre usage à la vidange du canal. Si on arrive à le faire passer par la nappe alluviale, en fait, l'eau va apparaître comme une eau froide, 14 degrés à peu près, alors que la Garonne en été, je vous l'ai dit, 29, vous allez voir, j'ai des preuves, c'est au-delà de 29 degrés, largement. Et puis surtout, c'était notre challenge d'ingénierie. C'est une ingénierie low-tech, si je puis dire. On va faire avec l'existant, on va faire avec les ouvrages du canal, on va faire avec les puits, on va faire avec... Alors nous avait prédit, des puits, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Vous allez voir, l'inventaire, Nazir qui est dans la salle a fait l'inventaire. Quand on a dit ça à la police de l'eau, on a dit, quand même, enfin, vous allez voir. On n'a pas fait un seul forage, pas la peine. Alors, le principe, vous le connaissez tous, c'est assez simple. En hautes eaux, quand il pleut, les ruissellements dominent, c'est plus rapide. La lame d'eau ici augmente, le plan d'eau monte. Ici, du coup, puisque ça monte, la nappe est en basse, on a, au travers des berges, un phénomène de recharge. C'est d'autant plus marqué, ce phénomène-là, qu'on a des ondes, des variations d'ondes dans le cours d'eau qui sont amplifiées par le type de précipitation que l'on a. L'hiver dernier, lorsqu'on a eu une inondation du côté de Marmande, on a eu 7 mètres de remontée de niveau de la Garonne, et donc on a eu 7 mètres, on a pu l'observer dans un piézomètre, on avait 7 mètres de remontée ici. C'est dommage qu'elle soit repartie tout de suite parce que ça nous aurait bien été utile en fait cette eau-là. Mais bon, vous voyez ces idées-là, ces petites idées-là, on va s'en servir.
Et puis évidemment, normalement, en basse eau, moins d'eau, plus de précipitations, c'est le fonctionnement inverse. À travers les berges, on a cette recharge naturelle, cet écoulement naturel de la nappe, d'autant plus que la Garonne, en fait, on la surveille et elle est en train de s'enfoncer dans la formation imperméable des molasses qui sont là-dessous. Donc en fait, on a un creusement, c'est encore plus simple pour drainer le système aquifère. Là, la nature nous aide bien. Alors, ça, c'est la preuve qu'il y a un problème. C'est la campagne 2022 de la surveillance des maximums enregistrés officiellement dans la Garonne. Vous voyez que depuis Laval, 26, mais là on a du marnage ici, je veux dire 26 dans l'estuaire, 27, 29,3, 28,7, 29,1, 27,6, 27,6, ainsi de suite. Donc il y a une différence entre l'amont et l'aval. Le problème, c'est qu'ici, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un centre de production nucléaire qu'on appelle Golfech, et qui, malheureusement, l'été dernier, il y a eu des tranches qui ont dû être arrêtées, parce que, là aussi, pour refroidir une centrale nucléaire, il faut encore de l'eau, certes, mais il faut de l'eau froide, et on n'a pas le droit d'élever la température d'un certain nombre de degrés. Sauf que l'année dernière, on était tellement trop haut qu'on a dû fermer, je crois, 2 tranches sur 4, il me semble. Bon, en fait, vous voyez, on est largement au-dessus des températures admissibles. Donc nous, voilà, de 26,7 à 29,3, officiellement. Nous, notre projet, c'est ça. On voudrait, parce qu'on essaye, mais bon. VNF nous a dit, OK, vous pouvez jouer, avec l'autorisation de la DDE, vous pouvez prendre 1 mètre cube seconde. Yes. 1 mètre cube seconde avec 3-4 mois d'infiltration. Si on fait un simple calcul, ça nous fait, en fonction de la durée possible d'infiltration, de 8 à 10 millions de mètres cubes à injecter. Là, on s'est dit, ouais, on va jouer là. Avec une température de 14 degrés. Alors, comment va-t-on faire ça? C'est pas en 2 points qu'on va faire ça. Hein. Décidément, voilà. Comment va-t-on faire ça? En fait, il faut s'assurer déjà que c'est possible et qu'on en a un besoin. Ici, vous avez l'hydrologie de la Garonne avec tous les paramètres décennaux, quinquennaux, la médiane et surtout les moyennes de 2021. Alors, je n'ai pas la valeur de 2022, elle n'a pas été publiée, mais je crois qu'on a un peu creusé les minimums ici, là, vous voyez, largement. Et que ce minimum-là, n'oubliez pas ce que je vous ai promis, malheureusement, enfin, ce que le changement climatique nous promet, c'est que c'est divisé par 2 dans un futur proche. Donc, on va essayer effectivement d'injecter des débits, de l'eau qui va arriver pour venir ici. C'est presque l'effet secondaire de dilution thermique est devenu presque majeur par rapport au soutien d'étiage en termes de volume. Après, il faut une infrastructure de transfert parce que le canal et la Garonne, il y a des moments où ils sont juxtaposés, puis il y a des moments où ils sont plutôt à 3, 4, voire 5 km de distance. Et c'est là où la nappe entre en jeu, c'est non seulement notre zone de stockage, mais c'est aussi notre objet de transfert. Et ça tombe bien parce que naturellement, on sait qu'en fonction des années humides, vous voyez ici, et des années sèches, on arrive ici à avoir, c'est du NGF, donc de 22 à presque 27. Donc là, on a 5 mètres de marnage naturel potentiel de la nappe. Autrement dit, ça veut dire que cette nappe libre peut encaisser 5 mètres de niveau d'eau de plus. Ça vous donne à peu près avec une porosité de 30% les volumes que cette nappe libre peut encaisser. D'accord? Ça, c'est les potentiels. Ensuite, là aussi, ce sont les marnages de la nappe. Notre idée, c'est d'essayer de trouver une période, pas en plein hiver où c'est haut, mais quand ça commence à libérer de l'espace, parce qu'on veut jouer sur ça, pour envoyer de l'eau à ce moment-là, pour en fait la livrer on va dire à la Garonne d'août à septembre. Ça, c'est le cahier des charges du SMEAG. Et c'est ce à quoi on essaye de s'attacher. Et pour ce faire, en fait, on a décidé, avec le SMEAG, d'analyser 3 sites, Saint-Laurent, plus au sud, Tonneins et Marmande, qui sont des sites de l'ordre, dont la surface fait entre 1500 et 2000 hectares chacun. Et sur ces sites, on a proposé une analyse, puisqu'on a développé notre méthodologie sur quelque chose qu'on avait déjà fait à Agen il y a quelques années. Sur ces 3 sites, de 1500 à 2000 hectares,
on fait systématiquement topo, pédologie, hydrologie, hydrogéologie, hydrochimie, et puis même un truc qu'on appelle analyse de la stygophone. Il y aura des questions, n'est-ce pas? Donc on fait tout ça pour essayer de paramétrer, caractériser, imaginer en 3D le système. Pourquoi? Parce que notre idée, vous l'avez compris, c'est de prendre de l'eau ici, là, aux écluses, l'envoyer dans la nappe, puis là, il y a même une réserve naturelle, vous voyez, ils nous font confiance quand même, et puis pour que ça rejoigne la Garonne ici. Alors, ça donne quoi en termes d'analyse? Pour tous les secteurs, on a des profils topographiques ultra haute définition. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que quand même, c'est un milieu sédimentaire un peu tourmenté. Nous sommes dans la plaine alluviale de la Garonne. Nous avons des paléo-méandres qui marquent le paysage, mais qui marquent également le sous-sol, l'organisation 3D du système sédimentaire. Donc, géométrie, géologie, un peu de géophysique aussi. Et puis tout ce que l'on peut faire, on arrive à faire de manière très précise, on l'injecte de manière systématique dans un modèle numérique 3D avec lequel on va pouvoir faire du transfert de masse, de pression et surtout d'énergie, puisque c'est un modèle thermique. On veut vérifier notre théorie de transfert thermique pour arriver à livrer une eau relativement froide à la Garonne. C'est du systématique, donc ça c'est fait. Et puis, pour essayer de vous convaincre, on continue. On fait de la piézo à la main, on fait de la piézo, on a plus de 45 sondes par site qui enregistrent pour avoir les variations de la nappe. Alors cette piézométrie, elle est opérationnelle, elle est sympa. Quand je vous disais qu'on n'a pas fait un seul forage, tous les points rouges là, c'est un puits recensé. Il y en a d'autres, n'est-ce pas Nazir? Il y en a encore plus que ça. Vous voyez, on s'est permis le luxe de ne même pas faire un forage tellement il y en avait. Bon, heureusement, c'est bien. Alors la piézométrie locale, elle nous sert à quoi? Elle nous sert à dimensionner, à identifier, à paramétrer ce qui va être flux, gradient hydraulique et temps de transfert. Parce qu'évidemment, si on injecte ici, les écluses sont là, après il y a des objets tout le long du linéaire, mais si on injecte à cette écluse-là, si ça fait ça direct en moins d'un mois, bon, ça veut dire qu'il va falloir injecter en été, et ça, VNF nous a dit ça négatif, pas bon. Donc en fait, il va falloir qu'on fasse des simulations de points d'injection tout au long du canal. C'est grâce à ça qu'on a besoin de ces modèles, en fait, pour avoir un cheminement, pour identifier le temps de transfert optimal et donc le lieu de la recharge optimale. Et puis, on se fait aussi plaisir parce qu'on analyse la variation piézométrique, parce que ce fameux volume disponible, en fait, c'est ce qui va conditionner la capacité à notre système d'être opérationnel. Il y a peut-être des hivers où on aura des hautes eaux, et là, s'il y a hautes eaux, la nature a fait son job. Pas besoin de recharger la nappe, sinon on va ennoyer toutes les fermes qui sont dans la basse plaine. Donc là aussi, j'ai oublié de le dire, mais pour nous accompagner, on a aussi des sociologues qui nous aident à expliciter ce qu'on veut faire avec le système naturel, parce qu'on n'est pas bon en tant que scientifique, on n'est pas des bons communicants. Souvent, on a parfois des oppositions. Donc on essaie d'environner ça du mieux qu'on peut, on apprend, nous aussi. Donc ça, c'est la variation piézométrique. Et puis on s'amuse, les premiers résultats, parce qu'on a commencé à jouer, littéralement. Alors, le premier, ça a été une injection dans un puits de ferme. On n'a même pas nettoyé le puits. Ils ont injecté 18 mètres cubes heure, pendant je ne sais plus combien de temps, mais grosso modo, c'est 18 mètres cubes heure. Le niveau du puits a augmenté de 70 cm de manière quasi instantanée dans les quelques minutes qu'on suit, puis ça s'est stabilisé, et il n'a même pas remonté après, il a avalé les 18 mètres cubes heure sans broncher. Tiens, c'est cool parce que si on fait ça et si on imagine que c'est possible dans la durée, un puits existant, à lui tout seul, il peut boire presque 20 mètres cubes heure. Puis on s'est dit, on va changer d'échelle, on va faire du linéaire maintenant, au lieu de faire du ponctuel. Donc en fait, on a fait nettoyer un contre-canal. Juste nettoyer, enlever la terre organique qui s'était gentiment déposée, gratouiller le fond pour faire apparaître ces fameux sables et graviers qui sont subaffleurants. Et puis on a fait boucher, bien entendu, pour pas que ça remonte sous un pont. Et on a mis, alors c'est pas très visible, mais on a mis jusqu'à 1,50 m de charge là-dessus. Et là, on a injecté jusqu'à 62 mètres cubes heure, simplement par siphonnage. Et la nappe a tout pris. Et à l'aval,
Vous pourrez en parler au porteur de projet technicien qui est en charge de ça. Il m'a dit, ouais, on a pris 10 cm juste de l'autre côté du canal. Ça a tout avalé sans désordre. On continue à jouer tant que VNF nous autorise. On est en train de caractériser notre système, comme vous l'avez compris, avec l'existant. Pourquoi ? Parce que ces infrastructures, en fait, on se rend compte qu'elles sont tout au long du canal latéral de la Garonne. Et notre idée, c'est de se dire, ouais, mais si jamais on arrivait à généraliser tout ça, peut-être qu'on arriverait très simplement, en redonnant à la Garonne de l'eau qu'on lui prend, parce que le piquage du canal latéral à la Garonne, il se fait un peu plus à l'amont, ben on lui rendrait son eau, sauf qu'avec le transfert et le décalage de transfert, on lui rendrait à une période où elle en a le plus besoin. Voilà. C'est une idée de ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, en étant le plus low-tech et le plus low-cost possible. Et là, j'appelle pour la conclusion. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de partager les conclusions et puis quelques perspectives également. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la réutilisation, ça constitue une des briques dans la gestion concertée raisonnée de la ressource, mais ce n'est qu'une seule brique. Donc, ce qui est sûr, c'est que si on veut demain lutter contre le stress hydrique, il va falloir faire des économies d'eau. Et puis ça concerne tout le monde, évidemment, tous les acteurs. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il faut absolument que la réglementation évolue, parce qu'aujourd'hui, la réglementation, c'est vraiment un frein. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de porteurs de projets aujourd'hui qui aimeraient se lancer dans des projets. Alors heureusement, on sait que ça va évoluer. On a plutôt des bonnes... on pense que ça va vraiment évoluer dans le bon sens. Conjuguer le multisource, multi-usage, ça c'est vrai que c'est nécessaire. Aujourd'hui, on a des quantités d'eau, notamment, je veux parler de Reyout, où on a de l'eau usée. Ok, on peut aller irriguer le golfe, mais utilisons l'eau ailleurs. Enfin, il y a des usages urbains aujourd'hui avec de l'eau potable, c'est juste une hérésie en fait. La recherche de nappes, le soutien d'étiage, je laisserai Alain terminer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que nous, je pense que pour notre ingénierie, c'est vraiment une vraie opportunité, cette réutilisation des eaux. Et on voit que ça nécessite de conjuguer à la fois de l'ingénierie grand cycle de l'eau, et de l'ingénierie, entre guillemets, petit cycle ou cycle technique de l'eau. Donc c'est vraiment un projet de reuse, il doit conjuguer ces deux volets. Et puis enfin, je terminerai juste là-dessus, on a, nous, je pense, ingénierie privée, on a besoin d'avoir du transfert de connaissances, à travers notamment ce que nous a expliqué, par exemple, ce magnifique projet Alain, notamment sur des sujets qui peuvent préoccuper aujourd'hui les porteurs de projets. C'est la migration des polluants, c'est les solutions fondées sur la nature. Là, on a un magnifique exemple. Et puis, sans oublier les sciences économiques et sociales, parce que la concertation dans un projet de reuse, c'est un sujet assez majeur qu'on a tendance un peu à oublier. Merci beaucoup. Effectivement, la connaissance, on l'a dit, hein, j'en suis un fervent défenseur. Sans connaissance, on pourrait se tromper, on pourrait avoir des fausses bonnes idées. Donc oui, le système de recherche artificielle, comme la reuse, sont des éléments de solution pour notre adaptation qui sera nécessaire, et vous l'avez compris, qui est peut-être en train de devenir de plus en plus violente dans le futur. Je suis aussi intimement persuadé que les démonstrateurs opérationnels sont un moyen, un levier assez fort pour pouvoir faire basculer soit les actions de recherche en recherche opérationnelle, soit les recherches opérationnelles en éléments de solution de manière quasi systématique. Il y a une crainte, le souterrain, on a un gros problème, vous le savez tous aussi bien que moi, c'est qu'on n'a pas d'image, on ne peut rien montrer. Il faut faire imaginer et ensuite faire croire que, et prouver. C'est un levier des plus puissants qu'il existe. J'en suis un fervent défenseur et je pense qu'on devrait en faire plus souvent. Il y a également de nombreuses et nouvelles utilisations et applications potentielles. On n'est qu'au début de soulever le coin du tapis pour dire tiens, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Je pense que nous avons aussi, dans la collégialité des sciences et techniques, à partager de plus en plus de nos savoirs et nos connaissances. Et puis, je terminerai, parce que c'est un point essentiel pour moi,
Je pense que nous avons la charge, et là c'est nous enseignants-chercheurs, une obligation ardente d'enseigner tout ça à nos jeunes ingénieurs, parce que c'est le problème que demain ils auront à traiter. Et voilà. Merci. Oui, on peut effectivement applaudir nos deux brillants intervenants. On va passer aux questions, on va passer sur l'autre partie de la scène. Pas au piano alors. Pas au piano, non. Alors c'est très amusant d'entendre Alain Dupuis dire « Nous les scientifiques, nous ne sommes pas des bons communicants ». On a quand même été très impressionnés par la qualité de vos interventions à tous les deux et j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions. Je vais commencer par une question, moi, Alain, parce que j'ai été bluffé effectivement par la photo du canal, dans laquelle vous dites ils font ça tous les ans. Alors, question, est-ce que ça se fait tous les ans, partout en France, sur tous les canaux en France ? Peut-être pas sur les canaux, on va dire, plus récents, mais là, on a un objet qui est ancien, qui est bâti, qu'il faut entretenir. Et apparemment, VNF, dans cette partie-là, il y a effectivement un système, oui, de manière systématique, il y a des entretiens, notamment sur les écluses. Cette année, c'était encore plus long que d'habitude, parce que c'était une écluse, bien entendu, qui sépare deux biefs. Donc, c'est deux biefs qu'ils ont vidés. Mais sinon, pour accéder, on peut les comprendre, il faut qu'ils vident. Donc oui, j'ai peur que ce soit systématique. Après, c'est de l'eau qui, pris à la Garonne, retourne à la Garonne rapidement. C'est juste un petit court-circuit. Nous, on leur propose de faire la même chose, mais de le ralentir un peu. Voilà. Oui, mais du coup, on n'a pas d'idée des volumétries sur la France entière, sur ces travaux de vidange, là, parce qu'il y a peut-être un développement de votre projet à l'échelle de la France, voire de l'Europe, qui serait extrêmement pertinent, non ? Alors, ce projet-là, qui était porté par le SMEAG et sur un seul lieu, en fait, on a soumis l'idée à l'Europe dans un projet H2020 de le déployer ailleurs, et on a été financé, donc à partir de l'année prochaine, on va pouvoir jouer ailleurs. Ah, très bien. Voilà. Bravo. Alors, on va passer aux questions. Alors, je vais peut-être commencer aussi une question pour Xavier avant de donner la parole à la salle. Xavier, en début de propos, tu nous disais que la réglementation était très contraignante en France. On sait que sur ces sujets, il y a des pays dans lesquels c'est très innovant. On pense à Israël, on pense à Singapour. Est-ce qu'en Europe, il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés sur ces questions que nous ne le sommes ? Oui, c'est notamment le cas de l'Espagne, qui réutilise une part assez significative de ses eaux usées, et essentiellement d'eau usée traitée pour de l'irrigation. Ce qui ne les empêche pas aujourd'hui d'ailleurs d'avoir des très très gros soucis de stress hydrique. Et donc ça veut dire que cette problématique réglementaire, elle est avant tout nationale plutôt qu'européenne ? Alors, aujourd'hui, il y a un règlement européen là, qui va bientôt être publié, qui encadre uniquement la partie irrigation agricole, donc qui est assez contraignant, mais qui s'applique pour toute l'Europe. C'est un règlement européen, donc il s'applique à tout le monde. Pour le reste, chaque État peut, et d'ailleurs dans ce règlement, il dit que chaque État peut faire d'autres types d'usages à lui de gérer, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Alors on va passer aux questions dans la salle. J'imagine qu'il va y en avoir beaucoup, parce qu'on a de nombreux experts en eau, hydrogéologues. Et ouais, ici au milieu, on a Pierre Klein qui avait une question. Alors, Alain, il faut reformuler la question pour que tout le monde entende. Est-ce qu'on a pris en compte les problématiques liées au colmatage potentiel de l'injection dans les puits et autres systèmes? Alors, oui, la physico-chimie de l'eau est, on va dire, surveillée, mais disons qu'on s'est mis à un endroit où on s'est payé le luxe, excusez-nous de le dire comme ça, d'avoir une eau de qualité, puisque l'eau du canal
et de meilleure qualité, donc c'est pour ça qu'on a eu les autorisations, mais de bien meilleure qualité que l'eau de la nappe, et qu'on infiltre dans un système, c'est une nappe libre qui est sise dans entre 7 à 10 mètres de sable et gravier pur, et c'est une eau quasiment à l'équilibre. Donc en fait, on n'a pas de carbonate, et on injecte dans un système qui est quasiment exempt de carbonate. Donc on s'est fait plaisir, on a, on va dire, éludé le problème, ou quasiment éludé, on le surveille, mais on a quasiment éludé la problématique on va dire du colmatage. Et comme notre piquage pourrait être effectivement une eau chargée, mais le piquage se situe, je crois, à plus de 10 ou 20 km en amont, l'eau qui arrive à l'endroit où on fait l'injection est totalement claire et absolument exsangue de matière en suspension. Voilà. D'autres questions en salle, Sylvain? Je sais pas si... Merci. Oui, merci Alain pour la clarté de ton exposé. Le projet Ramage, c'est un projet de recherche et développement. Est-ce que le syndicat va aller de l'avant et le mettre en œuvre dans les mois, les années à venir? Première question, et avez-vous envisagé des réseaux de surveillance pour voir si les résultats des modèles FIFLO sont confortés par la réalité en fait, des flux? Alors oui, c'est l'idée. C'est les modèles qui sont développés, on va avoir notre réseau de surveillance là, des 45 puits par zone qui va être opérationnel. Donc on va continuer ça. Et pour le syndicat, il y a, tu l'as évoqué, il y a un argument, le coût du projet par rapport au coût annuel de soutien d'étiage et de la redevance qu'ils doivent payer à EDF, je crois que c'est 1/10 d'une seule année pour un système qui va être perduré sur plusieurs années. Donc effectivement, il y a un gain, il y a un vrai bénéfice pour 10 millions de mètres cubes d'eau direct. Et donc oui, bien entendu, ils veulent le déployer ailleurs. C'est notre idée, quoi. D'autres questions en salle? Oui. Martine. Je ne vais pas pouvoir donner le prénom de tout le monde. Oui, bonjour. C'est par rapport à la réinfiltration de nappes. En fait, c'est un sujet qui est déjà assez bien connu sur la Garonne, puisqu'il y a pas mal de puits AEP qui utilisent déjà ces méthodes, à la fois pour la quantité et la qualité. Par contre, c'est vrai que en fait, c'est une utilisation qui est faite, mais il n'y a jamais eu vraiment de retour de ce que ça pouvait donner de remplir des bassins et d'utiliser après cette eau. Par contre, je me pose la question en fait, par rapport aux millions de mètres cubes qui devraient être injectés, 8 à 10 millions d'après ce que j'ai, de comment on va pouvoir injecter cette quantité d'eau et pouvoir la suivre et voir son transit, même s'il y a des modèles, je sais que ça va être expérimental, mais ça me paraît quand même très, comment dire, très novateur et de voir un peu quel résultat on aura en fait. Alors oui, moi dans ma prime jeunesse hydrogéologique, j'avais travaillé déjà sur les problématiques d'épandage de crues sur la Garonne et de réinfiltration d'ondes de crues. Donc oui, il y a des expériences, oui, il y a, on va dire, des résultats, mais de manière systématique à l'échelle dont on parle, non. Et les 8 à 10 millions que j'ai évoqués, c'est si on mettait en œuvre les 3 sites, hein, c'est la somme sur les 3 sites. Donc en fait, notre idée, c'est effectivement d'avoir un linéaire de sites, enfin le SMEAG, imagine ça, pour soutenir la Garonne. Après le suivi, en fait, le suivi, on a un suivi physico-chimique parce qu'on caractérise chimiquement, on va dire, l'eau de la Garonne, et heureusement, c'est pas la même signature physico-chimique que l'eau de la nappe. Donc on arrive à avoir, mais là je fais confiance à mes collègues hydrochimistes parce que c'est pas du tout mes compétences, donc on s'entoure de compétences là-dessus. Donc suivi piézométrique, suivi physico-chimique et notamment suivi thermique également pour savoir. Voilà. Juste une dernière question. Vous avez parlé du projet Garonne-Amont aussi. Et du coup, je voulais voir s'il y avait concertation entre les équipes de la faculté et le BRGM. Il y a plus que concertation, on a des rencontres techniques en parallèle. Eux, leur objectif, c'est de faire de l'eau potable à l'aval. Hein. C'est le canal de Saint-Martory qui est utilisé comme ressource. Et eux, c'est pas la recharge du fleuve, c'est de l'eau potable. Mais on travaille ensemble, on échange, on croise les pratiques, on se voit souvent, oui. Oui, le projet Ramage est en effet un très beau projet. On peut penser que les conditions géologiques et hydrologiques s'y prêtent bien. Est-ce qu'il y a une étude qui est menée pour voir si d'autres sites démonstrateurs peuvent exister ou peuvent être mis en œuvre sur d'autres territoires, sur d'autres...
Alors, ça fait partie, ça c'est du cahier des charges du projet européen dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a un site potentiel qu'on va imaginer sur un autre fleuve, soit Dordogne, soit Lot, soit Charente, on ne sait pas. Et il y a un autre site qui sera plus nord, du côté, dans la périphérie du Marais Poitevin. Mais ça, on n'a pas encore identifié. Mais notre idée, c'est de déployer ça ailleurs. On commence, vous avez compris, hein, c'est un démonstrateur. On ne s'est pas mis sur le pire des sites, je le concède. Il faut que ça marche. Voilà. Je me permets d'ailleurs, on reçoit des questions par les gens qui nous regardent à distance. Là. Les conditions, c'est un peu une même typologie de question. Les conditions pour la recharge maîtrisée des nappes peuvent-elles varier d'une région à une autre? Et les pays voisins ont-ils les mêmes conditions? Alors, c'est même pas la peine d'aller chercher un pays à l'autre. Je pense que d'une vallée à l'autre, en fonction de la géologie, la pédologie, la nature de l'eau, la disponibilité, rien que ça, chaque site sera propre et il faudra réfléchir à. Mais là, si on arrive à faire sauter les fameux verrous administratifs, et en France, on est quand même fort pour ça, la réutilisation d'eau usée ou d'eau non conventionnelle pourrait être à la pointe d'une technologie de recharge artificielle. Mais il faut vraiment tout croiser, c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Yolanda. Oui, je me posais la question par rapport parce que j'ai vu que vous parlez de fossés, par exemple, des moyens d'infiltration ou de recharge maîtrisée. Quand on construit en sortie de station d'épuration une zone de rejet végétalisé, notre objectif n'est pas l'infiltration, mais si on est sur un sol perméable, il y en a quand même. Est-ce qu'on est soumis à la législation dont vous parlez, qu'on ne peut pas dégrader la qualité de la nappe? De mémoire, et là je prends ma casquette d'hydrogéologue agréé, il faut qu'on fasse attention effectivement aux flux qui pourraient percoler par rapport à une zone, y compris d'infiltration, par rapport au milieu récepteur. Et normalement, on doit avoir un effet de dilution. Donc là, on parie plutôt sur de la dilution. Mais les volumes ne sont pas les mêmes non plus. Hein. Lorsqu'on fait une zone revégétalisée, il faut que l'impact, il me semble, lorsque ça rentre dans le milieu naturel, soit voisin de zéro, soit négligeable. Donc on peut effectivement dégrader localement, mais à la condition que le pouvoir évaporatoire et ainsi de suite, et le pouvoir de requalification de l'eau soit suffisant pour pouvoir être accepté par le milieu naturel. Donc là on est dérogatoire en fait, puisqu'on a le droit de le faire. Mais il y a un avis d'un hydrogéologue agréé qui doit valider la chose. Il y a une question. Voilà. On a parlé tout à l'heure des problématiques de colmatage au niveau des puits. On a parlé aussi du fait que le canal était a priori assez ancien. Est-ce qu'on a une idée du degré de colmatage justement du berge du canal, si éventuellement on a des débits de fuite au niveau de ce canal, et est-ce qu'on n'a pas du coup justement déjà naturellement une recharge artificielle de la nappe par le canal? Alors, c'est ce qu'on avait imaginé au début aussi. Donc, on a fait de manière systématique, vous l'avez vu, une piézométrie très, très rapprochée par rapport au canal. Et on a été très, très surpris. À part certains ouvrages anciens, fuyants, mais identifiés comme tels, avec à l'aval immédiat, on va dire, une faune et une flore caractéristiques d'un milieu humide, donc de fuite, le reste du canal est souvent bien isolé de la nappe, bien perché par rapport à la nappe. D'où cette idée d'utiliser ce fameux gradient naturel qui nous permettrait d'avoir une énergie gratuite, gravitaire. D'autres questions en salle également là-bas? Monsieur? Je profite toujours pour vous, Alain, sur les questions. Alors j'ai des questions un peu précises, techniques. Pourriez-vous préciser la profondeur des sondes de suivi de la température dans la Garonne? En fait, ce sont des sondes qui appartiennent au réseau Magesque. Et en fait, je pense qu'il suffit d'aller sur le site du réseau Magesque, où il y aura, c'est un site national, il y aura toutes les propriétés et les paramètres d'installation des sondes. J'espère pas avoir répondu, c'est ça? Oui, Monsieur. Oui, j'ai deux questions. La première, vous avez dit que la France était en retard. Est-ce que c'est uniquement un problème de réglementation ou est-ce que c'est un manque d'investissement de la part de l'État? Et ma deuxième question, c'est pour vous, c'est
Est-ce qu'en cas d'inondation de la Garonne, comme ça a été le cas en 19 et en 21, le volume pourrait être réinjecté dans la nappe? Est-ce qu'on pourrait le faire, ou le volume est déjà trop important, ou est-ce que la nappe est déjà saturée et pleine? Alors, la première question, est-ce que la réglementation est le seul frein? Non, je pense que la réglementation n'est pas le seul frein, mais c'est clair que c'est un des freins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un porteur de projet qui veut mettre en place un projet de réutilisation des eaux derrière, par exemple, sa station d'épuration, c'est vrai qu'il rentre dans un projet avec une part administrative qui est très lourde et avec plusieurs intervenants différents. D'ailleurs, une des simplifications qui est envisagée, c'est d'avoir un guichet unique pour porter son projet, pour qu'il soit traité. Donc effectivement, je pense que c'est un frein. Ce n'est pas le seul frein, parce qu'il y a ce sujet un peu de complexité quand même. C'est-à-dire que même si on trouve des choses, il y a des solutions fondées sur la nature, et c'est ça qu'il faut développer demain. Pour autant, aujourd'hui, ce qu'on sait faire plutôt facilement, mais en tout cas, c'est des projets quand même qui sont un peu difficiles à construire. Il y a cette adéquation entre les besoins et les ressources qu'il faut arriver à gérer. Donc il y a forcément un peu de stockage. C'est des projets aussi qui ont une certaine complexité, je pense, et qui est un frein. Après, à mon avis, le plus gros moteur aujourd'hui, c'est le stress hydrique qui est là et qui fait que on sait qu'on va passer un été difficile et on ne sait pas ce qui va se passer demain, quoi. Donc je pense que le vrai moteur aujourd'hui, il est là. Peut-être, avant de laisser la parole à Alain, rebondir sur cette question des investissements. Tout à l'heure, Xavier, tu nous as dit on ne paye pas l'eau potable à son vrai prix. C'était une évidence pour toi. C'est pas forcément une évidence, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, un exemple, par exemple, c'est quand tous les coûts liés aux mesures de gestion des aires d'alimentation de captage, par exemple, elles ne sont pas prises en compte dans le prix de l'eau potable, dans le prix de vente de l'eau potable, le coût de l'eau potable. Tu vois, c'est ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi avoir une vraie comparaison qu'on n'a pas aujourd'hui. On regarde, je paye, en gros, c'est 4 € le mètre cube. Et ça, je pense qu'il faut un peu changer, il faut aller plus vers ces analyses coût-bénéfice en ne regardant pas que le prix de vente tel que je le vois sur ma facture eau potable. C'est ça que je voulais dire. Et du coup, par rapport aux inondations, en fait, c'est quasiment la meilleure recharge qui soit. Le problème, c'est que ça va dépendre au moment, le lieu où elle va se produire, où le débordement potentiel va se produire. Si on a déjà une nappe qui est déjà saturée, on évacue par le dessus. C'est pour ça que, en fait, notre système, on l'imagine comme pouvant être mis en opérationnel dès l'instant où on a de la place. Voilà. Après, la crue de 2021 à Marmande a gentiment inondé, et Langon a gentiment inondé l'Aréole, tout ça, est passé au-dessus des digues et des levées. Et après, on a entendu ah oui, mais maintenant l'eau elle s'évacue plus. Mais forcément, il y avait des levées et des digues qui retenaient l'eau. Et c'est là où on a pu mesurer la meilleure recharge qui soit du système nappe. Voilà. Je vais avoir des questions pour Xavier. Tout à l'heure, on a entendu qu'il y avait une solution pour utiliser l'eau non conventionnelle dans la maison, dans les habitations, et que voilà, tu attendais la question. Donc la question vient. Merci pour la question. Oui, je me suis aperçu en fait en préparant avec Alain notre présentation, c'est que quand on rentre un peu dans la réglementation, c'est pour vous dire qu'elle est complexe. On s'aperçoit qu'il y a une dérogation qui existe. Si vous habitez dans un coin isolé de la Guyane française, vous êtes autorisé à utiliser l'eau de pluie de votre toiture, de votre carbet en l'occurrence, je pense, pour l'alimentation en eau potable. C'est le seul, à ma connaissance, c'est la seule dérogation possible pour utiliser de l'eau potable. C'est pour vous dire comme c'est aberrant en fait. Mais... Il y a des réactions sur le sujet. J'entends, ouais. Christophe. Oui, Xavier, une petite question. Est-ce que tu crois pas qu'un des freins sur ces projets, c'est l'acceptation sociale aussi? Moi, je suis toujours choqué quand je vois qu'on puisse investir des millions d'euros à traiter de l'eau usée pour arroser des golfs en été.
Donc est-ce que là-dedans, il n'y a pas véritablement un frein, on le voit, c'est d'actualité, sur une vraie acceptation sociale de ces projets? Alors, je partage ton point de vue, c'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment ce sujet acceptabilité. C'est pour ça qu'on a parlé plusieurs fois de l'acceptabilité sociale. On peut se poser des questions, effectivement. Est-ce que c'est plutôt au golf, finalement, de gérer son eau? Et puis, voilà, ça c'est vrai. C'est une façon de voir les choses. Après, on peut se dire aussi que, finalement, le golf, aujourd'hui, il prélève de l'eau. Et donc, voilà, au niveau du territoire, finalement, c'est une activité économique comme une autre. Et donc, la politique territoriale, ça ne me choque pas non plus que la politique territoriale, soutienne l'économie. Alors, si elle soutient que le golf, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Par contre, je pense que demain, ce qu'il faut, c'est véritablement soutenir l'économie du territoire. C'est aussi aider, c'est des sujets qui apparaissent aussi quand on fait des projets de reuse sur l'irrigation agricole. C'est finalement, si c'est pour irriguer à nouveau du maïs, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement de modèle agricole? Donc il y a toutes ces questions aussi. C'est-à-dire que quand finalement on fait de la reuse vers l'agriculture, on peut se dire, mais finalement on entretient un modèle agricole, je caricature un tout petit peu, et que fait le milieu agricole pour ça? Mais pour autant, on voit, nous, on a un certain nombre de projets où la motivation, c'est vraiment de favoriser le développement économique du territoire autour de ce projet de reuse. Mais c'est pas que le golf, quoi. Enfin, je ne sais pas si je réponds à ta question. Mais je suis d'accord que c'est un vrai sujet, hein. C'est un vrai sujet, bien sûr. Alors, pour justement d'autres emplois que le golf, une question qui nous indique, est-ce qu'on travaille auprès de collectivités aujourd'hui sur le reuse d'eau de piscine ou de douche sur d'autres usages des bâtiments sportifs, par exemple? Est-ce que c'est des sujets qui sont, par exemple, en cours? Alors, à ma connaissance, mais je ne suis pas du tout sûr d'avoir une vision exhaustive de la richesse du métier de l'eau et d'Antea Group, je n'ai pas connaissance de ça. Par contre, je sais que, et ça a été un peu une découverte aussi en préparant notre présentation, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de collectivités qui se sont lancées, qui ont dit, mais moi, quand je vidange ma piscine, je préférais effectivement arroser un espace, profiter, etc. Donc, la piscine aujourd'hui est très médiatisée. On voit beaucoup de projets qui commencent à sortir. À ma connaissance, on n'est pas aujourd'hui impliqué dans ce type de projet. Mais on le sera à un moment parce que, à nouveau, c'est un usage urbain, récréatif, comme un autre. Enfin, c'est une source d'eau avec du chlore. Et il y a du chlore. Et il y a du chlore, oui. D'autres questions? Je refais le tour des sujets, que je n'oublie personne autant que possible. Ouais, donc vous m'entendez bien? Oui. Ok, donc c'était une petite question sur la réutilisation des eaux de pluie. On parle beaucoup de réparer les fuites en ce qui concerne l'eau potable, ce qui est très bien. Mais est-ce que, par exemple, il y a un vrai plan d'action sur tout ce qui est, par exemple, les réseaux unitaires, où en fait, dans une optique de reuse, on pourrait utiliser les eaux de pluie. Donc, est-ce qu'il y a un plan d'action, par exemple, sur des réseaux, transformer les unités en séparatifs, ou aussi les réseaux séparatifs où il y a beaucoup d'eau claire dedans? Est-ce que c'est un vrai sujet ou est-ce que c'est un peu dérisoire? Alors, ça, c'est effectivement une question intéressante aussi, parce que dans le plan eau, il y a un volet désimperméabilisation. Donc, le sujet eau pluviale, il est traité par ça. Il n'est pas très détaillé dans le plan eau. Mais par contre, c'est vrai que la désimperméabilisation, on ne l'a pas du tout évoqué tout à l'heure, mais la gestion des eaux pluviales, notamment la restitution à la source des eaux pluviales, pour du rafraîchissement urbain, pour renaturer, redonner de l'humidité au sol, etc. C'est des vrais sujets qu'il faut intégrer. Et juste un petit point, c'est qu'aujourd'hui, dans la nouvelle directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines, il y a un énorme volet donc qui va nous emmener jusqu'en 2050, je crois, avec des échéances 2025, etc. Il y a un gros volet système de management des systèmes, management des systèmes d'assainissement par temps de pluie, dans lequel on retrouve les solutions fondées sur la nature,
tous les sujets de réinfiltration, de désimperméabilisation, etc. Donc c'est des sujets qu'il faut effectivement traiter et qui ont un lien évidemment avec les sujets de reuse. Ouais. Ouais. Je partage ça. Ouais. D'autres questions en salle? Une question pour Xavier. Est-ce que tu penses, parce que bon, moi je suis plus trop en ce moment dans la RIUT, mais est-ce qu'il y a quelques années la question de responsabilité était aussi vraiment un frein, le partage de responsabilité? Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que c'est mieux encadré maintenant? Alors pour l'instant, ça ne l'est pas mieux qu'à l'époque où on avait travaillé sur le sujet. Et c'est vrai que dans les projets, quand on commence à conduire les projets, quand on commence à parler de la responsabilité, là, il y a tout de suite, si c'est par exemple un exploitant de station d'épuration, il devient producteur d'eau usée, producteur d'eau valorisée quelque part, mais il apporte un service. Donc effectivement, il peut demander une rétribution à ce service, mais c'est aussi une responsabilité en termes d'évolution de la qualité, il y a des problèmes de stockage, etc. De ce qu'on a entendu au dernier séminaire là, sur les eaux non conventionnelles de l'AST, c'était un sujet qui normalement doit être pris en compte dans les prochains textes réglementaires pour clarifier la responsabilité. Parce que c'est vrai que tu as raison, c'est un sujet majeur et c'est aussi un des freins, ça. Quand on arrive au bout à un moment du projet, il se pose cette question-là. Et ils viennent vers nous. J'ai un peu une question de même nature d'ailleurs. C'est pourra-t-on un jour produire de l'eau potable avec des eaux non conventionnelles? Et j'ajoute à cela, est-ce qu'il y a des pays où c'est déjà le cas? Alors oui, on a cité, je crois, Singapour tout à l'heure, la Namibie, etc. On sait qu'il y a déjà des eaux usées qui sont utilisées, enfin traitées, qui sont utilisées dans la production d'eau potable. Quand on regarde en détail, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, ces eaux sont quand même mélangées avec l'eau d'une ressource naturelle. C'est-à-dire que c'est pas du 100%, enfin ça existe du 100%. Donc il y a des exemples qui existent sur du 100%, mais souvent il y a quand même un mélange. Pardon. Je te confirme, il y a effectivement quasi systématiquement un mélange. Disons que du point de vue administratif, au moins en France, le fait de diluer, de mélanger, rassure énormément l'administration sanitaire. Et du coup, s'il y a des pays dans lesquels c'est déjà le cas, on a déjà un recul sur les effets éventuels sanitaires, enfin, ou alors, pas. On a un recul, mais il ne faut pas oublier que les connaissances en matière de micropolluants ont beaucoup évolué ces dernières années. Donc il y a quand même ce sujet pour moi du devenir, c'était le sujet du projet Aquanes sur lequel Axel a parlé, a travaillé, excuse-moi, et brillamment. C'est ce sujet quand même de migration de tous les polluants émergents. En ce moment, on entend beaucoup parler des composés perfluorés ou d'autres composés, et aujourd'hui, on manque quand même un peu de recul sur comment se transfèrent ces micropolluants. J'ai vu une publication il n'y a pas longtemps où on se posait des questions sur des micro-organismes, des parasites, Giardia, Cryptosporidium, etc. On les voit parfois continuer jusqu'à la ressource en eau. Et il y a des questions aussi sur certains micropolluants organiques qu'on peut peut-être retrouver dans la ressource. Donc on a un peu de recul, mais à mon avis, ce recul, il mérite d'être encore documenté, un peu renseigné, et voilà, mais il ne faut pas avoir peur. Juste une chose, c'est qu'en France, il y a un démonstrateur qui existe aujourd'hui, de production, alors c'est une production indirecte d'eau potable, ça passe donc par, c'est le projet Jourdain, oui, sur lequel on a, nous, été un peu mobilisés en amont du projet. Effectivement, donc c'est, je crois que la station d'épuration des Sables d'Olonne, c'est à peu près 600 mètres cubeurs. Aujourd'hui, il y a un démonstrateur, qui est quand même un beau démonstrateur, 150 mètres cubeurs, donc qui a subi un traitement ultra performant. 4 étapes de traitement, ouais. Il est poussé quand même. Il est très très poussé. Derrière, l'eau est pompée et donc ça fait des kilomètres et des kilomètres. Je ne sais plus combien, mais si Bénédicte était dans la salle, on saurait. Donc c'est des kilomètres de réseau. Et puis derrière, cette eau, c'est pour ça qu'on parle de production indirecte, alors qu'elle est de qualité excellente déjà. Enfin, je veux dire, on l'a fait transiter avant de rejoindre la retenue pour la production d'eau potable par une zone humide
pour achever le traitement. Alors on peut se poser beaucoup de questions sur la pertinence de tout ce chemin et dans les débats qu'on a, nous, ingénieurs, Antea Group, on a des avis très partagés sur le sujet. Juste un petit complément sur la question, là. Il y a aux États-Unis, ils traitent des eaux usées, traitement tertiaire, c'est de l'eau potable. Et j'ai posé la question pourquoi ils ne la remettent pas dans le réseau, c'est une question d'acceptabilité. Donc ils la réinjectent dans la nappe alors qu'elle est potable. Ils pourraient la distribuer directement. Mais ça existe en Californie. Oui. Et alors en France, l'ASTE a pris une certaine position qui va a priori, la position qui va être retenue par les ministères, c'est que production directe d'eau potable, non. Et l'argument, c'est acceptabilité sociale, zéro. Donc il n'y aura pas de... Enfin, il n'y aura pas. Tant que le stress hydrique ne va pas nous impacter plus, la production directe, pas possible. En revanche, l'ASTE ouvre, évidemment avec le projet Jourdain, sur de la production indirecte d'eau potable. Mais effectivement, les États-Unis, Israël, enfin, il y a plein de... Mais ce qui est un peu dommage par rapport à ça, c'est que, rappelle-toi, dans l'Umiostra, on avait fait une enquête à Strasbourg auprès de la population. Et en fait, je crois que 60% de la population croyait que l'eau qui sort de notre toilette va dans une station de traitement et revient par le robinet. Donc, en fait, ça ne devient pas acceptable quand on commence à l'expliquer, mais dans la tête des gens, en fait, dans la tête des plupart des gens, c'est déjà comme ça, en fait. Pas ici ce soir. Ce soir, de toute façon. Merci. Alors, on est quasiment au terme de notre temps de questions. Vas-y, Frédéric. Oui. Ouais, c'était plutôt un témoignage de l'intérêt d'utiliser les outils numériques dont on dispose aujourd'hui. Il y a quelques années, peut-être quelques dizaines d'années, je m'étais intéressé à un projet de recharge artificielle en Guadeloupe. Et il se trouve qu'il y a eu des reconnaissances relativement faibles d'un point de vue hydrogéologie, perméabilité. Et donc il y a une recherche qui a été faite dans des aquifères de calcaire récifaux, qui fait que la recharge s'est très bien passée. Mais par contre, on a plutôt rechargé la mer, parce que c'est parti très vite, et la perméabilité est très bonne. Enfin, je dis on, c'est pas moi, mais voilà. Donc de l'intérêt d'avoir des modèles numériques assez puissants, et puis d'avoir également des vraies reconnaissances et de nombreux outils et pompages d'essai. Tu prêches un convaincu. Une dernière question. Il y a beaucoup de questions. On va essayer de tenir quelques minutes de plus pour pouvoir répondre à toutes les questions dans la salle. Oui, alors c'était pour... sur... Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'était pour revenir sur le projet Ramage. Il y a une contrainte qui me paraît assez évidente. Ah non, on ne vous entend pas très bien. Alors en fait, il faudrait que vous la question c'était sur la temporalité des périodes de recharge par rapport à l'utilisation du canal. Effectivement, actuellement le canal il ne sert plus qu'au tourisme, c'est tout. Il n'y a pas qu'à la période de vidange. Tant qu'ils ne sont pas en période d'utilisation, on va dire touristique, ils nous autorisent à prendre 1 mètre cube seconde. Donc en fait, les modèles que l'on met en place, ils sont faits bien entendu pour restituer l'écoulement normal, mais on va les utiliser par backward pour savoir où est-ce qu'on doit, et surtout de combien de temps doit-on, on va dire, faire transiter notre eau dans la nappe pour déclencher la recharge la plus efficace avec notre cible de recharge qui est juillet, août, septembre pour la Garonne. En fait, c'est une modélisation inverse qu'on va faire. Mais pour faire ça, on va devoir le faire à l'envers. Et l'avantage, vous avez vu, c'est qu'on a pris des sites avec des configurations, des méandres, et donc des distances de contact entre le canal et la Garonne variées. Et l'avantage, c'est qu'il y a, outre les écluses, le canal est équipé de tout un tas d'objets qui permettaient de le vider avec des connexions. Donc c'est ça qu'on veut utiliser.
Donc en fait, on a la chance d'avoir un outil ancien, pensé de manière quasi idéale pour en faire un usage futur et moderne. Donc, mais on ne sait pas dire actuellement encore où est-ce qu'on va les faire et où est-ce que ça va arriver. Ça, c'est le test, enfin les modélisations qu'on va faire cette année. Je crois qu'il y avait une autre question. Ouais. Oui, vous m'entendez? Oui. Merci, Monsieur Dupuis, c'était très enthousiasmant d'avoir des exemples de recherche comme ça, sur des solutions, comme vous dites, fondées sur la nature. Malheureusement, on voit que parfois les solutions qui sont développées par l'État ne sont pas, elles, fondées sur la nature. Donc je voulais votre avis d'hydrogéologue sur un exemple un peu inverse, où on va pomper de l'eau dans des nappes souterraines l'hiver et donc ne pas recharger les milieux superficiels l'été pour des usages agricoles. Je pense aux méga-bassines, notamment dans le Marais Poitevin. Je m'éloigne un peu du sujet, mais vu que c'est la fin, je me suis dit que c'est l'occasion de demander un avis à un hydrogéologue éclairé. Merci. Il n'y a aucun problème. Si je me permets de reformuler la question, vous parlez des réserves de substitution. Alors, il se trouve que cette fameuse nappe d'accompagnement autour, qui est périphérique autour du Marais Poitevin, il y a maintenant plus de 25 ans, j'y ai fait ma thèse, donc je peux vous garantir que c'est une nappe libre, on va dire ultra réactive, dont la piézométrie moyenne est environ de moins 50 cm à moins 3 mètres par rapport au sol. Quand il pleut, 3 heures après, 3 à 4 heures après, les cours d'eau superficiels sont en charge et 4 heures après, la nappe réagit et elle aussi se met en charge. De l'expérience que j'ai en hydrogéologie, prélever dans le cours d'eau, qui est un cours d'eau qui fait à peu près 30 cm d'épais, ou prélever dans la nappe d'accompagnement, qui elle fait 10 à 15 mètres d'épaisseur, c'est pareil. Vous prélevez la même eau. C'est une eau annuelle avec un fonctionnement annuel. Ensuite, si la question c'est est-ce que la substitution est un objet que l'on peut maîtriser et qui pourrait être intéressant pour le milieu aval qui est un milieu pas naturel du tout, c'est un milieu anthropisé, c'est le Marais Poitevin. Vous avez vu comment c'est fait. Oui, c'est intéressant dès l'instant où on arrive à prélever une réserve d'eau pour en faire un usage optimisé. Dans le cadre des Deux-Sèvres, il y a un protocole qui s'accompagne de mesures de compensation, réduction des volumes d'irrigation de moins 30%, réduction des intrants de moins 50%, pratiques agroculturales, plantation de bandes enherbées et de haies. Si pas signature, pas accès à l'eau. Dans ces conditions-là, je trouve judicieux d'aller vers ce genre de solution. D'autant qu'en fait, le principe de se dire je vais faire une réserve, ok. La question est toute simple, où est-ce que je la mets? En surface ou en souterrain? Là, en souterrain, on n'a pas la place. C'est pour ça qu'on a regardé le marnage de notre nappe. Là-bas, c'est pas possible. Vous connaissez la topographie aussi bien que moi. C'est très très doux. C'est un paléo fond d'océan. En fait, on n'a pas de réserve, on n'a pas de retenue à faire. Donc, on fait des réserves de substitution. Après, je vais être très clair. Ici, là-bas, dans cette situation-là, j'y suis favorable. On change de vallée, on va sur un autre fleuve un peu plus à l'est, un peu plus au nord-est. Je me suis déclaré opposé à la création de retenues de substitution selon le même modèle. Pas le même contexte pédologique, pas le même contexte agro-environnemental, pas le même contexte hydrogéologique. Donc en fait, c'est du cas par cas qu'il va falloir faire. Et c'est ça le problème, c'est qu'en ce moment, on se donne des postures alors qu'on va devoir regarder au cas par cas. Après, il y a quand même un bémol, à mon avis, sur la périphérie des Deux-Sèvres, c'est que l'animation qui en est faite n'est pas à la hauteur de l'enjeu et du démonstrateur. Et puis mon dernier exemple, et j'en témoigne, j'y étais l'été dernier, la partie nord du Marais Poitevin, ça s'appelle la plaine vendéenne, mais c'est une continuité, c'est la même nappe. Vous avez des sources de débordement qui alimentent le marais. Il y a 15 ans, la Vendée a mis, je crois, 17 réserves de substitution en place. En 10 ans, la nappe a remonté de 2,50 m. Et l'année dernière, au 1er août, les sources de débordement côté vendéen débordaient encore avec un débit, ça sortait à peu près large comme l'escalier. Côté Deux-Sèvres et Charente-Maritime, c'était à sec. Alors après, on peut discuter, mais voilà mon avis.
Voilà, maintenant il y a de la matière pour le reste de la soirée. Merci en tout cas à tous les deux pour ces très belles interventions. Je crois qu'on peut les applaudir, oui.